Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous du développement sur BB24. Ce soir, 3 plateaux sont au programme et ils seront animés par des invités de profil tels que journalistes, un pharmacien d'officine et un spécialiste en communication. Installez-vous, chers téléspectateurs, et retrouvez-les juste derrière la météo. Oui, on salue nos téléspectateurs de Banikwara à travers la météo. On dit merci à nos amis du secteur montage de BB24. Alors, le grand rendez-vous, chers téléspectateurs, sur les réseaux sociaux ce soir pour donc évaluer la crédibilité des informations présentées sur ces plateformes. Un journaliste nous aide tout à l'heure à faire l'exercice sur le plateau Autant savoir. La communication, c'est une clé pour le succès en agro-business. C'est ce que nous dira tout à l'heure l'expert de ce grand rendez-vous. Il va nous présenter également les particularités à mettre en relief en la matière. Médicaments essentiels, l'efficacité ne dépend pas du prix. Médicaments essentiels, c'est moins cher, mais quand même, suivez tout à l'heure les explications de cette différence de prix sur nature et bien-être de ce grand rendez-vous qui va vous présenter le journal à 19h45 exactement avec Estelle Pazou en rose ce soir. Bonsoir Estelle. Bonsoir Assioum. Tout à l'heure à 19h45, on va se retrouver pour le développement. Dites-nous déjà, quel est le menu principal de ce 19h45? Alors, démarrage depuis hier des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juillet 2018. Une équipe de la rédaction a sillonné quelques centres de composition du littoral pour le constat. Le droit d'auteur est l'ensemble des droits dont dispose un auteur, mais il arrive bien souvent que des auteurs n'aient aucune notion de ces droits. Que peut bien signifier le droit d'auteur et quels sont ses avantages? À suivre la réponse. Et puis, la vidéo assistance, l'intrus de cette édition de la Coupe du Monde. Même si elle est d'une aide aux arbitres, elle ne fait pas l'unanimité. Tous les détails sont à suivre à 19h45. Et bien sûr, avant de vous retrouver à 19h45, nous passons aux différents plateaux de ce grand rendez-vous. On démarre par Autant savoir. Autant savoir, les informations, ça pleut à la seconde, même au tierce, hein, sur les réseaux sociaux, des fois, je dirais même souvent, même vous écrivez pour demander, mais je tiens à vérifier telle ou telle information. Est-ce que c'est de l'info ou de l'intoxication? Voilà, donc des outils vous seront offerts sur ce numéro de Autant savoir, donc pour vous aider à
évaluer la crédibilité des informations que vous rencontrez bien sûr sur les réseaux sociaux. Pour cet exercice, nous allons inviter un journaliste. Dans un instant, on va tout d'abord suivre ce reportage signé Jennifer Sachivi qui nous parle de la crédibilité des réseaux sociaux. Avant tout conçu pour maintenir l'interaction entre ses utilisateurs, les réseaux sociaux sont progressivement utilisés pour diffuser des informations. Plusieurs l'ont adopté au détriment des médias traditionnels. Avec ça, on a rapidement les infos. Et quand toi, tu as une information qui est vraiment fiable, tu envoies à ton collègue ou à ton ami qui est loin. C'est plus facile d'accès. Mais avant de partager aussi les informations, il doit aussi essayer de vérifier. Ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux, c'est ça, nous mettons en tête. Et quand toi tu lis seulement, on ventile, sans être informé, sans avoir une idée sur la réalité, ce qui se passe, même parce que nous ne suivons plus la télé. C'est comme l'information mobile, parce qu'on bouge avec en même temps et sur place, dès que quelque chose se passe, vous êtes informé. L'engouement suscité par les réseaux sociaux est non négligeable. Compte tenu de cela, il se révèle aussi bénéfique pour les professionnels de l'information. Aujourd'hui, les journaux même sont obligés de suivre, les journaux physiques là, sont obligés de suivre l'évolution technologique du monde, de sorte que même s'ils font des supports papier le lendemain, déjà lorsque l'événement se produit, en même temps ils mettent sur leur site. Ils peuvent ne pas tout mettre au moins en tout cas une brève et dire vous aurez la suite dans la parution de demain. Les médias en ligne qui existent aujourd'hui et qui ont comme support de diffusion de l'information qu'ils publient sur leur site les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, des réseaux sociaux de ce genre-là par lesquels les médias peuvent ou plutôt passent leur information. Et donc, quand ils publient par ce canal-là de diffusion de l'information, ça atteint beaucoup plus de personnes. Il faut faire la nuance entre l'information qui provient d'un professionnel des médias et donc un journaliste qui a pris le temps de chercher et de vérifier l'information avant de diffuser et n'importe quel citoyen qui n'a pas véritablement vérifié l'information avant de la diffuser. Afin de réglementer le secteur, plusieurs dispositions sont prises. Le code sur le numérique qui a été adopté il y a quelques jours maintenant permet de réglementer ce secteur-là. Donc on peut dire que nous avons une législation complète. Quand on met le code de l'information, le code sur le numérique ensemble, nous avons tout l'arsenal qu'il faut pour organiser le secteur des réseaux sociaux, au-delà des réseaux sociaux, les médias en ligne, tout ce qui est Internet. En dehors des réseaux sociaux et du journalisme en ligne, l'entrée en vigueur de la loi portant code du numérique en République du Bénin va aussi permettre de régir le domaine des GSM, l'utilisation de l'Internet, la cybercriminalité, le e-commerce et bien d'autres. Merci Jennifer Sachivi pour ce reportage en plateau. Autant savoir, ce soir, ça se passe entre journalistes. Bonsoir Hervé Prudence-Ressou. Bonsoir Seoum Gaba. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes journaliste et secrétaire général adjoint au niveau donc, de l'UPMB. Exactement. Merci d'être là. Bonsoir Niat Bello. Seoum Gaba, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Oui, il y a un journaliste qui parle des informations, de la crédibilité des informations sur les réseaux sociaux. Bon, je dirais qu'on se retrouve dans notre marigot. Exactement, de temps en temps, c'est bon de se retrouver dans son marigot et comprendre un peu comment nous fonctionnons et tout ça. Bien évidemment. Alors, fin des années 1990, vous le savez certainement, naissance des premiers réseaux sociaux. 2004, Facebook a émergé, 2006, Twitter est créé, sans oublier YouTube qui existe depuis 2005. Donc, autant d'outils pour être à la fois consommateur d'informations et producteur de contenu. Maintenant, comment s'assurer que véritablement ces réseaux sociaux servent à être des outils de communication, servent à être des sources d'information ou sont carrément là pour produire de l'intox. On en parle sur ce plateau, mesdames et messieurs. Donc, est-ce qu'on peut considérer les réseaux sociaux comme une source d'information? Nous avons Hervé Prudence-Ressou qui est là pour répondre à cette question. Dites-nous, pour vous, est-ce que les réseaux sociaux sont des sources d'information? Il faut considérer toute information venant de quelque part comme une information
qu'on peut travailler en tant que journaliste. Ça dépend de l'angle sur lequel on est. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le journaliste citoyen qui est monsieur tout le monde, monsieur de la rue qui traverse une rue, a vu un accident, prend une photo et écrit accident devant l'ORTB. Mais le journaliste, lui, ne va pas faire ça. Le journaliste, lui, quand il va aller sur le terrain, quand il va voir, d'abord, quand le journaliste citoyen vient de publier ceci sur Facebook ou WhatsApp, le journaliste peut considérer ce début d'information comme source. C'est-à-dire que c'est un fait qui est arrivé. Et s'il est intéressé pour approfondir le sujet, et il prend sa caméra ou bien il prend sa plume, il se dépêche sur le terrain et il dit, voilà, monsieur, comment ça s'est passé? Monsieur, lui, il fait son travail professionnel de journaliste. Et là, ça permet déjà de différencier les deux types de personnes ou bien deux types d'acteurs qui agissent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a monsieur tout le monde, d'abord, et il y a le professionnel qui doit avoir un plus sur de l'information qui est donnée. Eh bien, je peux répondre à votre question en disant que oui, on peut déjà commencer par certaines informations, par parler de sources d'informations, quitte à ce que le journaliste, si lui, il est professionnel, aille au-delà de l'information brute, travaille, vérifie les informations, tamise la question sur les différentes selon étapes, la déontologie. Voilà, différentes étapes de vérification d'une information. Et là, on peut parler d'une information réelle qui peut être publiée par un média officiel. Par un média officiel. Le fait est que les deux sources se retrouvent sur les mêmes plateformes. Exactement. Où on a les informations brutes sur les réseaux sociaux, mais même que les informations venant bien sûr des professionnels sur les réseaux sociaux. Mais comment arriver à aider le public à savoir en réalité, voilà la vraie ou bon, voilà la brute aussi? C'est compliqué, mais ça peut être résolu du caractère ou bien de la communauté que le journaliste s'est bâti sur les réseaux sociaux. Parce qu'un journaliste peut faire des réseaux sociaux un outil de travail qui forme sa communauté, des gens qui le suivent et qui savent que ce monsieur, quand il publie telle information, c'est vérifié. Et quand lui va publier cette information, tout le monde saura que oui, il a peut-être fait la démarche qu'il faut pour... Un travail supplémentaire. Un travail supplémentaire. Et donc, il y a plus de crédibilité à aller sur les murs ou bien dans un groupe WhatsApp, quand quelqu'un donne ce type d'informations, il y a plus de crédibilité à suivre ces personnes que d'autres qui, devant lui pour vous envoie quelque chose qu'il a lu ailleurs sans vérifier, il vous l'envoie, vous aussi, vous ne le vérifiez pas et vous l'envoyez. Et ça commence par faire le tour viral, comme on le dit, mais ce n'est pas vérifié et on finit par comprendre après que c'est une rumeur ou c'est de l'intoxication. Carrément, on veut contorsionner l'information d'une manière donnée et donc on a mis cette information sur la place publique. Donc, c'est difficile de discerner, mais il faut avoir l'esprit vif pour pouvoir regarder celui qui envoie l'information. Et c'est de là que vous vous dites, écoutez, bon, je peux croire ou ne pas croire à la véracité de cette information. Donc, pour vous, la crédibilité dépend de la personne qui diffuse l'information. Effectivement, parce que aujourd'hui, on est journaliste à 3 sur ce plateau, mais on est dans des groupes WhatsApp, par exemple, où il y a monsieur tout le monde. Et donc, si dans ce groupe, vous discutez et on envoie une information tout de suite, je ne pense pas que vous ayez la même réaction que le monsieur tout le monde a. Et donc, vous allez peut-être prendre votre téléphone. Écoute, toi, tu as entendu ça, vous avez passé quand même un ou deux coups de fil pour voir. Donc, et là, cette démarche-là, déjà, vous différencie de la première personne qui a juste donné l'information. Et donc, si vous, après votre vérification, vous confirmez cette information ou vous l'infirmez, les gens vont commencer par vous suivre plus parce qu'ils vont dire, bon, lui, quand même il essaie d'être un peu crédible. Alors, si je vous suis bien, on peut considérer que les réseaux sociaux peuvent être des sources fiables d'informations en fonction de la personne qui aurait partagé cette information sur les réseaux sociaux. Oui, des sources d'informations, déjà. Oui, on va d'abord prendre ça, les réseaux sociaux. Ou des pistes d'informations. Oui, des sources. Parce que vous pouvez être une source pour moi. Oui. Vous, déjà journaliste, vous pouvez être une source pour moi, journaliste. Oui, voilà. Et déjà, moi,
quand bien même vous êtes journaliste, je peux encore vérifier l'information que vous me donnez. Et donc, vous êtes une source. Donc, dès lors qu'il y a une information quelque part et que l'information est partie de quelque part, on peut dire que cette source commence par là. On peut considérer ça comme une source. Maintenant, le journaliste, le professionnel, lui, il va travailler l'information pour avoir la véracité. La véracité. Alors, et donc, on peut faire donc confiance aux médias traditionnels qui se retrouvent sur les réseaux sociaux et qui publient également. Aujourd'hui, les médias vont disparaître s'ils ne font pas la mutation vers le numérique ou s'ils ne créent pas quand même des rédactions web pour accompagner ce qu'il y a déjà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a son smartphone, on y est. Je ne pense pas que le programme classique qu'on avait quand nous on était plus jeunes, à 20h, c'était il faut être à la maison pour suivre le journal. Aujourd'hui, ce n'est plus une contrainte parce que quand tu es même à la maison, je dis à la maison en ville, par le lien de YouTube de l'OTB par exemple, le 20h, moi je suis abonné, j'ai une alerte et je clique pour voir le 20h de l'OTB. Et donc, vous voyez que la donne a changé. Et donc, il faut que les médias s'adaptent. Maintenant, dans l'adaptation, il faut aussi continuer d'être crédible. Dans l'adaptation, il faut continuer d'être crédible. Et donc, tout ce que vous mettez sur le média classique, vous devrez, parce que ça a traversé tout ce qu'il y a comme filtre, vous devrez les mettre en l'état aussi sur les réseaux sociaux pour que la crédibilité qu'on vous a connue ailleurs, en tant que média traditionnel, continue d'aller sur Internet. Voilà. D'accord. Mais par contre, aujourd'hui, vous le dites si bien, le premier endroit où on va s'informer, c'est encore les réseaux sociaux. Mais pour vous, pour d'autres, ce n'est que des sources d'intoxication. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut miser un peu? Les réseaux sociaux ne sont pas que sources d'intoxication, elles sont aussi sources d'information. Mais comment pouvoir ne pas se laisser manipuler justement par toute cette information-là qui est intox carrément sur les réseaux sociaux? Ce qui est réel, c'est qu'il y a de l'intoxication. Il y en a énormément. Énormément parce que... Mais il y a des périodes particulières où nous avons plus d'intoxication que d'autres. Vous connaissez la situation sociopolitique du Bénin. Les Béninois raffolent de l'information politique. Et en réalité, ce n'est que sur ces informations qu'il peut avoir de l'intoxication. Ou de la manipulation. Ou si c'est des faits quotidiens, là, bon, ça doit être un peu... Si quelqu'un a fait un accident, je ne pense pas qu'on va dire que... Voilà, ça ne va pas être de l'intox de dire... Bon, ça peut l'être, mais ça va être difficile quand même de dire que, bon, le gars, il s'est cassé le pied, mais on va dire qu'il ne s'est pas cassé le pied. Donc, c'est différent. Mais si c'est ce dont on parle là, la manipulation, c'est surtout dans cette période-là. Et comme le Béninois aime certains, ou bien il y a des chapelles, aujourd'hui même, des gens disent qu'il y a des labos, il y a des laboratoires d'intoxication qui sont créés dans des chapelles, différentes chapelles, pour distiller ces intoxications-là, mais à nous, consommateurs, parce qu'on est devenus des consommateurs passifs. Non, on est obligé de consommer puisqu'on est déjà sur la plateforme. On vous les envoie, vous n'avez pas le choix de choisir. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Voilà, d'accord, vous n'avez pas besoin de choisir en fait. Donc, on vous envoie les informations, mais c'est à vous de trier l'information maintenant pour dire, écoutez, celle-ci, bon, je la crois, hein, mais bon, celle-là, bon, je mets ça en doute. Oui, mais le problème aussi, c'est que ces informations ne restent pas qu'au Bénin. C'est que ça va au-delà de nos frontières. Et c'est là qu'il faut donc essayer de contrôler ces informations-là pour ne pas entacher à l'image de notre pays par rapport à ces informations-là qu'on diffuse. Vous avez raison, mais il ne faut pas oublier aussi que tout ce qui est communication, parce que derrière ces intoxications, il y a de la communication, il y a de la manipulation, et ça s'apprend dans les écoles, la manipulation. Dans les grandes écoles. Dans les grandes écoles de communication. Et donc, tout ceci, ces manipulations sont de fait de communicants qui veulent jouer ou bien qui veulent plaire. Qui visent un objectif donné. Donc, pour contrôler ceci, bon, je ne sais pas si... La loi suffit? La loi suffirait si elle est appliquée. Mais vous savez qu'on a beaucoup de tests au Bénin, qu'on ne les applique pas forcément. On a peut-être même les meilleurs
la sous-région dans le pays, mais souvent pas appliqué. Donc, ce qui donne un laisser-aller à tout le monde. Donc, pour vous, il faudrait qu'on ait des exemples. Oui, il faut des exemples. S'il n'y a pas d'exemple, s'il n'y a pas d'exemple, il n'y aura pas... et des gens vont continuer par faire parce qu'ils vont se dire, bon, écoutez, moi je fais, je n'ai rien eu, bon, écoutez, je continue ma chose. Ça peut aller. Ça peut aller. Merci. Monsieur Mungaba, merci beaucoup. Merci. On a beaucoup parlé du journalisme et des réseaux sociaux. Donc, demain, ce sera notre plat de résistance. Journalisme et réseaux sociaux, est-ce un bon duo? On en parlera demain. On verra bien. Déjà que les réseaux sociaux constituent en tout cas des sources d'informations, on verra bien comment tamiser ces informations-là. Ouais, surtout ça. Ouais. Merci beaucoup, Hervé Prudence Ressou, d'être venu sur le plateau de BB24 et surtout de Autant Savoir. Puisqu'on parle de communication, on va cette fois-ci spécifier la communication avec l'expert. On parle aujourd'hui comment communiquer en agrobusiness pour vraiment réussir. C'est ça le sujet à aborder avec l'expert. Merci de nous retrouver en tout cas. Parler d'un sujet très important puisque quand on parle d'agrobusiness, l'Afrique est un continent très bien en place, très bien sûr. Devant bien sûr, parlant de la production d'agriculture, parlant de la production agricole, pardon. Alors, comment réussir, comment mettre la communication, son aspect transversal au service, bien sûr, de notre agriculture, de notre agro-business. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec Harry Dieu-Videroth. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Consultant en communication, marketing. Je sais que vous êtes également enseignant dans les universités sous-régionales, bien sûr. Merci. Alors, avec vous, nous allons parler d'experts. Communication, agro-business, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ces deux entités? D'abord encore, bonjour chers téléspectateurs et bonjour chers amis. Je pense que ce thème d'abord d'actualité est vraiment important parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup plus dans nos projets de start-up, beaucoup de groupes d'individus, beaucoup d'entrepreneurs aller vers l'agro-business. Donc, c'est ce qui fait que c'est pertinent. Mais de quoi s'agit-il quand on parle d'abord d'agro-business? Il faut comprendre d'abord. Et c'est juste une thématique qui a été développée par deux personnes, Davis et Goldberg, dans les années 57, pour pouvoir réunir tous les facteurs qui sont liés indirectement ou indirectement à l'agroalimentaire. Toutes les chaînes de valeur qui sont impliquées en cela. Donc, c'est d'abord ça. Donc, on ne peut pas parler d'agro-business, d'agroalimentaire sans l'agriculture. Okay. Et avant, il faut dire réellement que quand on parle de communication en agroalimentaire, c'était lié réellement aux scientifiques. C'est-à-dire, c'est des personnes qui développent des idées pour pouvoir, par rapport à la nutrition, par rapport à l'élevage, par rapport à la pêche, pour montrer la pertinence scientifique. Mais aujourd'hui, le thème a tellement évolué, vu l'ampleur aujourd'hui, on le sait tous, de l'alimentation moderne qui a impacté cela, où aujourd'hui, nous avons des journalistes agricoles, nous avons des communicateurs agricoles, afin de pouvoir mettre en place réellement la stratégie normale pour que l'impact que doit avoir les produits et les activités ou bien les idées développées par ces jeunes entrepreneurs ou bien des outils, pas des grandes entreprises, pour puissent avoir leur portée au niveau du public. Donc, si je comprends bien, les recherches, on communique sur les recherches, on communique également sur les inventions, les créativités dans ce secteur. C'est cela, communiquer en agrobusiness. Oui, c'est d'abord ça. Communiquer en agrobusiness, c'est-à-dire quoi? Il faut montrer la pertinence scientifique d'abord. C'est pour ça que c'est différent, c'est plus spécifique. C'est scientifique de ce qu'on crée. C'est-à-dire, quand je crée un objet aujourd'hui, quand je crée réellement un produit alimentaire aujourd'hui, il faudrait réellement que je puisse dire que c'est sain ce que je fais, que c'est utile pour la population, que c'est, quand on parle de bio, voilà par exemple, il faut communiquer, oui, que ce que j'ai produit aujourd'hui, pour la santé, ça va, donc, donc il faut des recherches scientifiques pour confirmer cela. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui réellement plusieurs structures qui donnent une autorisation concernant des créations de données. Et c'est pour ça que je convie souvent les startups, quand je les accompagne en agroalimentaire, d'aller souvent par les reconnaissances dans ce domaine, parce que ça permet réellement à l'individu lambda qui veut aller vers ce produit de savoir vers quoi il va. Parce qu'il y a la réticence.
C'est ce qui fait souvent la différence aujourd'hui entre les produits locaux et les produits à l'international dans la communication. Et donc, les particularités sur lesquelles les producteurs agroalimentaires doivent donc mettre l'accent sont vraiment liées aux reconnaissances, c'est-à-dire les certifications, les contrôles. C'est ça qu'il faut mettre en relief quand on parle de communication en agrobusiness. Quand on parle de communication en agrobusiness, c'est d'abord ça le facteur essentiel, oui. Mais il y a plusieurs choses. Okay. On parle d'abord, quand je parle de connaissance, il y a d'abord, je parle de comment est-ce qu'il faut segmenter son public. Première chose, c'est-à-dire quoi? Quand je veux développer un produit en agrobusiness, vers qui je vais? À quelles sont les personnes aujourd'hui dans le pays, les individus lambda, qui puissent s'intéresser, déterminer ses cibles d'abord et voir réellement segmenter les personnes qui seront intéressées par cela. Première chose. Deuxième chose, trouver le langage pour communiquer avec ces personnes. Et en cela qu'il est primordial aujourd'hui la reconnaissance, comme je dis, vers ces personnes. Deuxième chose. Troisième chose, comment viabiliser son produit sur le long terme. C'est-à-dire, quand mon produit, quand je l'ai mis sur le marché, à un moment donné, comment le soutenir par la communication afin que les personnes puissent continuer réellement à l'acheter. Donc, c'est les trois choses qui sont essentielles réellement en communication agrobusiness. Et c'est pour ça que je dis qu'il est souvent essentiel et primordial de faire un focus sur réellement les richesses. On va prendre un cas pratique. Nous sommes tous dans un même village. Nous produisons du maïs et tout. Bon, l'autre produit son maïs, je produis également. Comment communiquer pour mieux vendre, moi, mon maïs comparativement aux autres? D'accord. On y va sur ce cas pratique-là pour essayer de donner beaucoup plus d'outils aux téléspectateurs. D'abord. Donc, je vois que c'est un très bon exemple. Et je vais, après, quand on va finir de le décortiquer, aller sur des facteurs qui sont autres et qui impactent réellement sur la communication sans que l'individu lambda ne le sache. Très bien. Et première chose, quand ces deux personnes et que j'ai créé mon produit, pourquoi j'ai créé mon produit? Il faut que je le sache. Donc, mon objectif sera maintenant de communiquer avec un public donné X pour qu'on puisse savoir l'utilité de mon produit. Donc, qu'est-ce que je fais? Première chose, je vais savoir qui sont les personnes qui sont intéressées dans l'étude de marché par la consommation de mon produit. Votre produit. Première chose. C'est ce que je vais faire. Très bien. Donc, ça veut dire que je vais voir que, par exemple, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, de femmes qui travaillent, par exemple, dans ma communication et qui travaillent et qui n'arrivent plus le midi à préparer. Donc peut-être que moi, mon produit que j'ai conçu et qui est bien, leur permet de déjeuner à midi sans pouvoir se déranger. Première chose. Donc, faire ressortir cela. Première chose. Deuxième chose, dans le maïs, qu'est-ce que ça apporte à la santé? Il faut montrer ça. C'est pour ça que je parle de santé. Comment est-ce que je les produis? Comment est-ce que vous les produisez et quel est le cycle réellement de production alors là. Et c'est pour ça que je dis réellement, il faut réellement des personnes scientifiques qui peuvent vous accompagner. On ne peut pas le faire seul. Et montrer réellement au public, dans votre communication, que vous avez fait cet état de choses. Que oui, vos produits, vous le faites dans un environnement bio, que vous le faites dans un environnement bien suivi. Il n'y a pas les engrais qui sont utilisés ne sont pas nuisibles pour la santé, parce que c'est très important aujourd'hui. Donc, deuxième chose, je le fais sortir, réellement pas plein. Troisième chose, aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, on parle de tout ça. Comment communiquer alors par ces biais afin que toute personne puisse avoir l'information que ce que je fais est utile, essentiel et efficace pour tous. Donc, c'est ce que je vais faire. Dès que vous réunissez maintenant les arguments, vous avez parlé bien sûr de comment est-ce que vous avez produit cela, peut-être que c'est dans des conditions bio, vous l'avez, votre produit a des bienfaits sur la santé par exemple. Dès que vous réunissez tous ces arguments, il faut maintenant chercher les canaux. Est-ce que c'est par les médias en ligne que vous allez pouvoir faire connaître ces arguments-là, faire connaître ces spécificités liées à vos produits? C'est cela. C'est bien ça, parce qu'il faut savoir qu'un produit a un cycle de vie que vous lancez réellement. Et c'est pour ça que je dis au préalable que c'est bon de faire une étude de marché. Parce que votre étude de marché vous dit réellement, par exemple c'est les jeunes, par exemple, qui vont s'intéresser à votre produit. Quand je prends le maïs, là, par exemple, c'est les jeunes qui voient que, oui, pour une expérience de vie X, il faudrait réellement que je consomme son maïs. Alors, c'est bien. Donc, pour que l'information aille à ces personnes données, il faut réellement que j'utilise les canaux qu'il faut pour que ces personnes aient l'information. Donc, alors, je prends réellement, je détermine réellement les réseaux par lesquels je puisse aller
impacter ces personnes dans le numérique, faire appel au numérique par exemple, qui est essentiel aujourd'hui pour faire cette communication. Mais en matière de communication également liée à l'agrobusiness, on parle de communication interne. Là, nous sommes en train de parler, quand on parle en ligne, on parle de communication, je dis, externe, mais en matière de communication interne, avec son personnel, pour que le personnel puisse savoir en réalité quelles sont les procédures de ce qu'il faut mettre en relief dans... Comment réussir cela? D'abord, quand je dis ça, c'est d'abord pas seulement spécifié à la communication en agro, c'est spécifié réellement à la communication en entreprise pour un développement de son produit. C'est en cela. Et réellement, comme on est dans le domaine agro, elle est spécifique, mais je le généralise pour dire quoi? Pour communiquer en interne, d'abord, c'est la manière dont vous faites la mise en œuvre de vos objectifs. Je dis c'est primordial. Quand vous avez des objectifs clairs, succincts, bien compris par les personnes, c'est d'abord essentiel sur votre produit. Première chose. Deuxième chose, je dis toujours, il faut un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est quoi? Un tableau de bord, aujourd'hui, je pense que j'ai mis en œuvre réellement un système qui s'appelle le Balance Scorecard, qui vous décrit, par exemple, essentiellement, les facteurs internes sur lesquels vous allez impacter pour que votre objectif soit atteint et que vous sachiez réellement à un point X que c'est sur ce point X, ce facteur X, ce critical factor, que vous pourrez alors impacter. Ça veut dire quoi simplement? Quand je prends votre exemple de maïs, du producteur, Landa, qui l'a mis en œuvre, il doit réellement communiquer avec ses employés sur l'objectif qu'il a à court et à long terme par rapport à ce produit. Donc, le cycle de vie de ce produit, première chose. Deuxième chose, quels sont les facteurs essentiels qu'il faut mettre en œuvre? Si réellement, je veux mettre en œuvre le caractère bio, le caractère de la manière dont c'est fait, et que j'ai des employés qui s'occupent réellement de ce facteur, mais qui ne met pas de la propreté qu'il faut, vous voyez comment ça impacte réellement quand il y a réellement... donc, il faut réellement communiquer avec ces personnes, comme je dis, son personnel, pour que ces personnes, vu l'objectif, sachent réellement les facteurs sur lesquels il faut réellement... et là, il faut réellement, comme je dis, les formateurs agricoles. Oui. Et ces personnes ont la compétence nécessaire pour accompagner votre produit que vous développez, afin de former votre équipe à ces faits. Alors, il arrive des fois que dans une entreprise agro-business, et ça arrive très souvent d'ailleurs, qu'on remarque que tel produit a tel... où on constate qu'il y a peut-être de la toxicité ou bien des éléments toxiques qu'on retrouve vraiment dans votre produit et c'est votre marque. Comment gérer cette communication? Comment arriver à reconquérir le public que vous aurez peut-être perdu dans cette situation-là? Je pense que si vous avez bien suivi, je ne vais pas appeler le nom de la marque, mais une très grande marque française aujourd'hui dans l'agro-business et qui, juste à son produit qu'il a mis sur le marché dans les grands magasins, juste au niveau aujourd'hui de la chaîne d'entreposage, un individu a mis un élément X dans ce produit et qui a rendu malade une ou deux personnes. Voilà. Et réellement, vous imaginez, sur toute la France, cette très grande entreprise aujourd'hui a été obligée de faire quoi? Première chose, de dire la vérité au moment où l'État français a constaté que réellement ça a rendu et ça a été développé. Il faut communiquer, il faut dire la vérité. Première chose, reconnaître réellement là où ça ne va pas, le problème. Parce que l'individu, quand vous essayez de cacher réellement, c'est là où commencent les problèmes. Parce qu'on dit, quand vous commencez à garder des informations réellement qui puissent impacter la santé des individus, les personnes ne peuvent plus vous faire confiance. Mais quand vous montrez aux personnes que vous avez identifié le mal et que vous avez réellement les procédures qu'il faut pour pouvoir corriger cela, la personne puisse vous faire confiance encore. Très bien. Donc, c'est un peu ça. Donc, je dis toujours, et surtout dans le domaine agro-business, c'est vraiment important parce que c'est l'alimentation avant tout. Mais si vous mentez et que vous essayez quand même de pouvoir cacher beaucoup de faits, imaginez qu'un autre employé quitte votre entreprise demain et qu'il se révèle qu'il y a 4 ans de cela et prouver qu'il y a eu tel problème qu'on n'a pas su. Vous avez une perte de confiance totale qui ne reviendra plus. Donc, première des choses, il faut réellement communiquer sur le fait. Expliquer pourquoi. Et maintenant, dire réellement les procédures concrètes que vous avez mises en place pour circoncire cela. Si le public a confiance, le public vous reviendra. Il vous reviendra tout simplement. Merci beaucoup à vous. Harry Dior Vidéo, je rappelle que vous êtes consultant en communication et marketing. Et on comprend tout simplement qu'il faut être clair, il faut de la transparence dans votre communication quand vous êtes
dans le domaine de l'agro-business. Mais oui, parce que ce soit à l'interne, que ce soit pour les politiques internes, vous allez comprendre tout à l'heure, plus vous avez des objectifs clairs, succincts, bien établis, pour mieux communiquer avec vos employés, ces personnes aujourd'hui seront capables de donner l'essentiel qu'il faut au moment où il faut. Première des choses. Ouais. Deuxième chose, la communication externe aussi, c'est la même chose, c'est la même politique. Plus les gens savent réellement pourquoi l'utilité de votre produit, en quoi est-ce que votre produit est important et comment est-ce que vous arrivez à produire votre produit, si vous arrivez clairement pas à l'expliquer, ces personnes aujourd'hui ont confiance en vous. Et quand on a un problème X, surtout dans un domaine qui impacte la santé, je vous parlais des recherches scientifiques réellement qui accompagnent le domaine agro. C'est pour ça que vous allez parler, on ne parle plus de communication simple. Ce n'est pas un produit réellement que j'ai amené pour dire, comme un réseau numérique pour dire, réellement j'ai créé ma marque, telle chose, pour vendre des chaussures par exemple, imaginez, c'est utile. Non. Montrer l'impact que ça a sur l'individu, sur l'homme. Donc quand un problème survient, il faut savoir réellement maîtriser ce problème en étant tout à fait correct, que ce soit envers ses employés, que ce soit envers les parties prenantes, mais aussi envers l'individu qui consomme ce produit, sans oublier que les poursuites judiciaires peuvent être si réellement on n'est pas franc envers soi. On n'est pas franc envers soi et envers son public. Merci beaucoup à vous, Aridio Videro. À très bientôt. On va peut-être vous retrouver pour continuer toujours à parler de communication. C'est la preuve que dans ce secteur, il faut également donc des spécialités, des spécialistes, des communicants spécialisés dans le domaine de l'agro-business, dans beaucoup d'autres domaines aussi. Mais bien sûr, puisque aujourd'hui, quand on parle d'agro-business, on parle de dire quoi? Que c'est le porte-monnaie du domaine de l'agriculture pour les entreprises d'affaires, vu qu'aujourd'hui, l'alimentation moderne a pris toute une autre dimension. Donc, il faut réellement des professionnels, qu'on appelle souvent maintenant les journalistes agricoles ou bien des communicateurs agricoles. Pour pouvoir accompagner ces projets agricoles. Merci beaucoup à vous. Videro, à très bientôt. Merci. On va continuer et parlant toujours de crédibilité, si vous voulez, ou voilà, lié bien sûr aux médicaments essentiels. Eux, ils coûtent moins cher et beaucoup se disent, mais parce que ça coûte moins cher, ce n'est pas efficace. Il paraît que c'est faux. On va expliquer tout ça dans un instant. C'est Nature et Bien-être. Bienvenue sur Nature et Bien-être. Nous parlons aujourd'hui des médicaments essentiels. Médicaments essentiels, l'efficacité ne dépend pas du prix, paraît-il. Il viendra tout à l'heure, M. Koupemedi, pour nous en parler, pour nous éclairer sur cette différence de prix qu'on observe souvent entre les produits, les médicaments essentiels et ceux, qualifiés de commerciaux, bien qui sont vraiment auréolés de publicité ou de communication et autres. On parlera de tout ça dans un instant. Pour le moment, on suit d'abord ce reportage qui nous présente ce que c'est qu'un médicament essentiel en réalité. Suivez. Elle est organisée par classe thérapeutique sous des dénominations communes internationales. La LNME, Liste nationale des médicaments essentiels, constitue un répertoire hautement sélectif pour répondre aux besoins des populations. Une sélection qui se fait suivant des normes. Ces médicaments doivent être des médicaments de qualité, à des coûts abordables pour la population et disponibles sur l'ensemble du territoire national. Et je pense que le Bénin est sur le bon chemin avec l'adoption de cette liste qui prend en compte tous les besoins de la population béninoise. Non seulement c'est un répertoire sur lequel on s'est entendu avec des prescripteurs donc qui sont en face de l'utilisation, qui savent les conséquences de ces utilisations, qui savent l'efficacité de ces utilisations et savent quand il faut l'utiliser, et les dispensateurs, eux, qui doivent les distribuer, les garder dans le pays. Et pour finir, aux régulateurs, de se créer un répertoire et de s'attendre à des cas de dérive. Subdivisée en deux parties, l'une pour les adultes et l'autre pour la pédiatrie, la liste nationale des médicaments essentiels joue un rôle important dans le développement du système sanitaire béninois. On prend des décisions qui permettent de prendre en compte les problèmes rencontrés au niveau de chaque étape, les problèmes rencontrés au niveau de chaque édition. Et ça nous permet de renforcer notre système sanitaire avec des médicaments qui permettent de résoudre les problèmes de santé que vivent nos populations.
Pour cette 8e édition des assises de la liste nationale des médicaments essentiels, plusieurs médicaments sont validés. Merci à vous, Yasmine Damata, pour cet élément témoin. En plateau, on retrouve le docteur Louis Koukwemedi, pharmacien d'officine. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci d'être avec nous ce soir. C'est à moi de vous Vraiment. remercier. Bonsoir, heureuse dame. Bonsoir, Sim Gaba. Heureux de parler de ces médicaments, les médicaments essentiels, traitement à bas prix. Bon, pas seulement à bas prix, on aura tous les efficace détails. aussi. Efficace, surtout. Efficace surtout. Mais destiné à toute la population en fonction de certains critères. En fonction des critères donnés, on aura les précisions. Mais il n'est pas que pharmacien d'officine, Assum Gaba. Il est le président du syndicat indépendant des pharmaciens du Bénin, le CIFAB. Et vu les réformes enclenchées dans le domaine pharmaceutique sous le régime Talon, il est aujourd'hui le président, le secrétaire général de tous les syndicats des pharmaciens du Bénin, dénommé intersyndical des pharmaciens du Bénin. Docteur Koukwemedi, merci de nous avoir fait honneur sur notre plateau ce soir. C'est à moi de vous dire merci. En tout cas, félicitations. Merci. Alors, lorsqu'on parle de médicaments essentiels, on a suivi le compte rendu de Yasmine Damata suite à l'atelier qui a eu lieu, je crois, la semaine écoulée sur la validation des médicaments essentiels par la DPMed. Alors, lorsqu'on parle de médicaments essentiels, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Quelle est la différence entre ces médicaments et les autres types de médicaments que nous avons sur le marché? Merci beaucoup. Vous abordez un sujet très intéressant. Je voudrais vous remercier pour ce travail que vous faites pour pouvoir éclairer nos populations. Pour comprendre la notion de médicaments essentiels, il faut comprendre d'abord ce que c'est que le médicament lui-même. Et le médicament a une définition juridique, je ne veux pas fatiguer nos téléspectateurs ici à rappeler, mais retenons simplement que le médicament est un produit médical, produit de santé qui est utilisé soit dans le diagnostic, soit pour la prévention ou pour le traitement. Mais ce que on nous dit souvent, c'est que le médicament, c'est du poison. Vous n'avez pas sorti ce terme-là aujourd'hui, poison. On parle de médicaments poison en termes des effets qui peuvent être associés à l'utilisation de médicaments. Et pour dire également que le médicament n'est pas un produit banal, il faut faire très attention dans l'utilisation. Et donc, quand on prend le médicament, il suit un cycle, le médicament a un cycle de vie, depuis la recherche-développement, en passant par ce que nous appelons les essais cliniques. Il faut pouvoir les tester sur les animaux, les tester sur les humains pour voir les effets que cela peut produire. Donc, il y a tout un processus jusqu'à la mise au point industrielle de ce médicament. Alors, ce médicament, le premier à être fabriqué, à être inventé pour combattre une pathologie dernière, on l'appelle médicament Princeps. Médicament Princeps, et donc c'est le premier. Et comme c'est le premier, les gens ont eu à investir dans la recherche, le développement et tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure en résumé pour y arriver. Droit de propriété intellectuelle, industrielle, on lui accorde un brevet. Donc on accorde à l'inventeur un brevet qui a une durée de 20 ans. Parfois, on peut demander une protection complémentaire par ce qu'on appelle un certificat de protection complémentaire de 5 ans, ce qui fait que le brevet peut avoir une durée de 20 à 25 ans. Quelle est l'implication? C'est-à-dire que pendant que ce brevet est encore valide, seul l'inventeur a le monopole exclusif donc de pouvoir fabriquer ce produit et de le mettre sur le marché. Bien entendu, une situation de monopole sous-tend également qu'il y a un risque de renchérissement donc de coût de ce produit. Parce qu'on met ce brevet qui est un instrument de protection de la propriété de l'individu pour lui permettre de pouvoir rentabiliser tous ces investissements. Donc c'est un élément aussi motivateur pour les industriels de pouvoir continuer, on les encourage à continuer à investir dans la recherche. Et donc, ce produit, pendant les 20-25 ans, il sera le seul à le fabriquer, donc c'est le produit Princeps. Bien entendu, le coût on va ressentir cela par rapport au coût. Quand un médicament sort aujourd'hui, vous allez voir qu'il est extrêmement cher, c'est avec le temps que le coût va diminuer. Et puis, après les 20 ou 25 ans, on va dire que ce produit appartient désormais à la communauté. C'est en ce moment on dit que le brevet est tombé dans le domaine public. Il appartient désormais au patrimoine de l'humanité. Et en ce moment, des concurrents, d'autres industriels qui n'avaient pas participé à la recherche et développement de ce produit, mais qui ont la logistique, l'expertise nécessaire et tout ce qu'il faut pour fabriquer ce produit-là, ces personnes vont demander une licence de fabrication et l'obtenir. Quand ils obtiennent cela,
Ce que les autres ils vont faire, on sera appelé copie donc, de médicaments Princeps. C'est cette copie-là qui est appelée médicament générique. Ok. Qui n'est que copie conforme en réalité donc, de médicaments Princeps. Mais où se situe le médicament essentiel là Non, on va y arriver. On va y arriver. C'est tout un processus, toute une chaîne. On va y arriver. En attendant d'y arriver, on va retrouver Estelle Pazou. En rose, puisqu'il est l'heure du journal. Sur le grand rendez-vous, il est 19h45. À vous le journal. Un plaisir de vous retrouver pour cette tranche d'information. Bonsoir à tous et bienvenue. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ont effectivement démarré hier. Une équipe de notre rédaction est descendue dans quelques centres de composition pour faire le constat. Le droit d'auteur est encore inconnu de certains Béninois. Au Bénin, c'est le Bubentra qui est garant de l'application et de la régulation des tests relatifs au droit d'auteur, application qui inclut les avantages. Et puis, la vidéo-assistance a fait son apparition dans l'univers du football. Même s'il permet de lever des équivoques, l'outil ne fait pas l'unanimité. La phase des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du littoral, le complexe scolaire Notre-Dame des Apôtres et le CEG Bégamé sont entre autres des centres de composition choisis. Une équipe de la rédaction de BB24 a effectué une descente dans ces différents centres pour s'enquérir du déroulement des travaux de la première journée. C'est un reportage de Oboué Capo et Elie Adiran. Prévu pour durer 3 jours, le brevet d'études du premier cycle BEPC session 2018 a effectivement démarré sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du littoral, le complexe scolaire Notre-Dame et le CEG Bégamé sont entre autres les centres de composition retenus pour les phases écrites des épreuves. Pour les chefs centres rencontrés, aucun incident majeur n'a été enregistré. Tout s'est bien déroulé ce matin. Les épreuves ont été lancées à 8 h, contrairement à ce qui se passait, c'était à 8h30, mais pour cette année, les épreuves ont été lancées à 8 h. Alors, nous avons 1071 candidats, séries ML et MC, répartis dans 36 salles. Il y a eu des absents, nous en avons 26, 13 filles, 13 garçons. Quelques cas de maladies qui ont été rapidement réglés par l'infirmière sur place et les candidats ont été réintégrés dans les salles pour composer. Ici, nous avons enregistré 602 candidats normalement inscrits pour le centre, mais 593 sont présents. Nous avons enregistré 9 absents, dont 5 garçons et 4 filles. Les épreuves de communication écrite et de lecture proposées pour le compte de la première mi-journée semblent être à la portée des candidats. Je pense que les épreuves étaient abordables. On a pu maîtriser. L'épreuve de communication écrite en particulier était facile. Pour la première épreuve, l'épreuve de communication écrite, on nous avait proposé 2 sujets, l'article de journal et le test narratif. J'ai choisi l'article de journal en fait. Et c'était une épreuve assez facile parce qu'on devait parler de l'immigration. Je sens qu'elle travaille dans la moyenne, que toutes les autres épreuves soient abordables de cette manière. Les parents d'élèves sont résolument mobilisés pour une parfaite réussite de cet examen. Des soutiens de toutes sortes sont ainsi rendus afin d'encourager les candidats. Ma fille est à Notre-Dame ici, elles ont été bien préparées. Pas plus tard qu'hier, on nous a invités dans leur établissement pour une messe, des prières. On leur a donné plein de conseils. Donc les enfants sont sereines avant d'aller plancher ce matin. Je l'ai bien apprêtée, je l'ai bien encouragée. Je l'ai amenée ce matin, elle était un peu joviale. Vraiment, je suis en train de prier pour que Dieu n'a qu'à l'aider.
L'examen du BEPC suit son cours. Chaque acteur en ce qui le concerne joue convenablement son rôle pour le bon déroulement des travaux. Les épreuves écrites prennent fin ce mercredi 11 juillet. Une chose est de produire une œuvre, une autre est de la protéger. Les droits d'auteur sont des droits qui ne sont pas connus de tous les artistes. Au Bénin, le BUBEDRA, Bureau béninois du droit d'auteur, est l'instance en charge de l'application et de la régulation des tests relatifs aux droits d'auteur. Qu'est-ce qu'un droit d'auteur et quels sont ses avantages? Suivez la réponse à travers cet extrait. Voilà. Le droit d'auteur, c'est décrit comme l'ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit. Ici, les ayants droit, ça peut être les héritiers ou les structures de production qui sont affiliées à l'auteur et qui produisent en fait les œuvres de l'artiste en question, et sur des œuvres de l'esprit. En général, les œuvres de l'esprit original. Et donc, quand on parle des œuvres de l'esprit original, ça peut être des œuvres littéraires ou des œuvres artistiques de tout genre. Donc, ce sont des droits dont dispose cet auteur-là et ses ayants droit, et les droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions. Les droits d'auteur protègent l'artiste, la protection sous toutes ses formes, parce que ça vous protège aussi du fait qu'un autre artiste vienne plagier vos œuvres. Ça vous protège aussi par rapport justement à l'utilisation abusive et désordonnée de votre œuvre par d'autres artistes qui du coup essaient de s'octroyer justement en fait la paternité de cette œuvre-là. Et viennent aussi comme pour remercier de façon pécuniaire en fait cette création de l'œuvre. Je pense que le BUBEDRA doit quand même essayer de mener plusieurs campagnes de sensibilisation. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne font pas vraiment la part des choses et qui ont besoin de plus amples informations, qui savent qu'il faut s'inscrire, qu'il faut aller s'enregistrer au BUBEDRA, mais qui ne savent pas l'étendue justement des possibilités qu'ils ont par rapport justement à leurs œuvres. Le processus d'enregistrement n'est pas compliqué en lui-même. Il faut juste, pendant qu'on remplit le formulaire, il faut pouvoir donner toutes les informations possibles et demander. Et là, par exemple, oui, on a besoin d'un agent du BUBEDRA pour éclairer l'artiste qui ne sait pas forcément que lui n'est peut-être que l'interprète. Il n'est pas le compositeur ou bien il est les deux. Donc voilà, il y a pour éviter les amalgames, il y a certaines précisions qui nécessitent la présence d'un agent du BUBEDRA. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a une formalité qui doit s'accompagner d'une formalité financière, ça doit être vraiment très moindre. J'espère en tout cas que chaque personne a sa place. Ebola du manioc, c'est un virus qui touche l'Afrique de l'Ouest. Ce virus se propage par des mouches blanches. Les hommes peuvent aussi être des vecteurs lorsqu'ils transportent les boutures de manioc. Le tubercule de manioc entre par exemple dans le bol de 80% des 180 millions d'habitants du Nigeria. Il est également consommé en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et même en France et aux États-Unis. Les chercheurs espèrent une forte implication des gouvernements africains, dont moins d'1% des budgets nationaux sont pour l'instant consacrés à la recherche scientifique. Au Burundi, les autorités veulent augmenter la visibilité médiatique de la musique locale en veillant à ce qu'elle soit autant diffusée que la musique étrangère sur les médias audiovisuels nationaux. C'est une déclaration du directeur général de la culture, Léona Sinkizao, au sein du ministère burundais de la Culture et des Sports. Des démarches sont en train d'être menées pour la réalisation de cette vision. Elle fait objet de polémiques depuis qu'elle a été instaurée. La vidéo-assistance a fait son apparition dans le monde du football afin d'aider les arbitres à prendre les meilleures décisions sur le terrain. Marcel Fondi a recueilli l'avis de quelques supporters sur cet outil. Je vous propose de les suivre. Je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ce système. Moi, je prends l'exemple terre à terre de match de l'Argentine, le Nigeria. Ce penalty, vraiment, le premier penalty qu'il a même sifflé, moi je ne suis même pas tout d'accord. Mais le second, le dernier penalty, ça c'était clair au bout de tout le monde que ce qu'il devait siffler. On devait corriger, peut-être revenir au niveau sur les critiques. Prenons l'exemple du match de Argentine-Nigeria et puis essayer de revoir les erreurs qui ont été commises. Et puis, je pense qu'avec ces trucs-là, ça peut aller pour des jours à venir. Je ne suis pas de cet avis.
là, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Pour une Coupe du Monde, il faut se préparer correctement et normalement. C'est de leur défaillance. Ce n'est pas de la faute de l'arbitrage vidéo. Moi, je suis contre ça là. Bon, l'arbitrage vidéo est venu corriger certains problèmes. Certains problèmes, on voyait avant, c'est l'arbitre qui était le seul maître qui décidait de ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, maintenant, je crois que les joueurs ont la possibilité de contester s'il y a un problème au niveau de... Quand on prend le match Nigeria contre l'Argentine, là, bon, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tous les règlements qui encadrent le football, mais tout le monde a vu que le ballon est allé vers la main. L'arbitre pouvait siffler le pénalty là, mais il n'a pas sifflé. Donc ça a donné un sentiment que ce système est un peu contre les pays africains qui ont participé à la Coupe du Monde. Bon, ce que moi j'aurais proposé, c'est de tout faire pour enlever tous les équivoques qui contournent l'arbitrage vidéo. Parce que ça a beaucoup fait parler. Lors des matchs, j'ai juste pris l'exemple de match Argentine-Nigeria tout à l'heure. Ça a beaucoup fait parler. Donc sur ces genres de choses, ils doivent s'appuyer pour pouvoir améliorer davantage ce qui s'est passé. Bon, c'est une innovation amenée par la FIFA, mais qui sort un peu le football de son naturel. Ça sort un peu le football de son naturel et ça n'a pas réellement réglé tous les problèmes qu'il y a autour du football. Les limites, il y en a beaucoup. La VAR, c'est déjà une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. J'espère que les gens vont trouver des palliatifs à ces limites-là. Ou alors étendre aussi les champs. C'est 4 champs. Aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi essayer d'étendre ça à tous les faits de jeu. Parce que là aussi, au milieu de terrain, par exemple, il y a des faits de jeu qui ne sont pas pris en compte. Il faut revenir à tout ça ou carrément sortir la VAR du football pour que le football retourne à son naturel qu'on lui connaît. Voilà. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci à vous. Estelle Pazou, on vous retrouvera demain sur le plateau du Grand Rendez-vous sur Monde Agricole, n'est-ce pas? Oui, Assio. À demain donc. On revient en plateau avec le Dr Koupemedji pour continuer à parler bien sûr des médicaments essentiels, traitements efficaces à prix abordable, on peut le dire ainsi, n'est-ce pas? Alors, vous nous expliquez en fait cette notion de médicaments essentiels. Voilà. Oui. Donc, pour y arriver, il me fallait passer par la notion de médicaments princeps, arriver à la notion de médicaments génériques, sinon les gens ne comprennent pas ce que c'est que médicament essentiel. Okay. Alors, donc, le médicament générique, on a vite fait de réduire sa définition à une question de coût. Voilà. Ça va au-delà. Donc, je voudrais me résumer pour dire médicaments génériques, c'est la copie du médicament princeps, c'est-à-dire que le premier a été inventé et il lui est équivalent en termes de composition des substances, de la qualité, également de la forme pharmaceutique, si c'est comprimé, le générique aussi est comprimé, si c'est gélule, ainsi de suite. Et c'est vrai que ce n'est pas le thème du jour, mais qu'est-ce qui le différencie, le médicament générique du princeps? Voilà, rien ne les différencie. Ou bien c'est l'emballage? C'est des médicaments qui sont identiques, ils sont juste fabriqués par deux laboratoires différents. L'un étant le premier à fabriquer, ayant eu le monopole pendant longtemps, et le second n'ayant pas ayant bénéficié du fait que le brevet est tombé dans le domaine public. Maintenant, vous comprendrez que le coût abordable maintenant, le moins cher, n'est qu'une conséquence de ce processus, parce que l'industriel qui a été autorisé à fabriquer le générique, n'ayant rien investi dans la phase de recherche, développement et autres, il baisse en même temps le coût du générique. Mais attention, il arrive parfois le médicament princeps même est parfois moins cher par rapport au générique. Pourquoi? Parce que le premier ayant déjà recouvert ses investissements pour tenir dans la nouvelle concurrence qui va lui être livrée, peut baisser lui aussi le coût du médicament princeps. Du coup, ça devient question de marché. Tout à fait. Revenons maintenant à votre préoccupation, médicaments essentiels. Je vous ai dit d'abord que le médicament essentiel, il peut être aussi bien un médicament princeps comme générique. C'est cette confusion que je voulais lever en commençant par ça. Parce que les gens ont très tôt fait de réduire également la notion de médicament essentiel au médicament générique, ce qui n'est pas le cas. Un médicament essentiel, c'est un médicament qui répond aux besoins de santé
prioritaire de la population. Ok. C'est un médicament qui satisfait aux besoins de santé prioritaires de la population. Et cette notion de médicament générique, c'est-à-dire que les médicaments qui sont essentiels au Bénin peuvent ne pas être ceux qui sont essentiels en France. Ça varie d'une communauté à une autre parce qu'il y a des critères dont on tient compte pour dire qu'un médicament est essentiel. Au nom de ces critères, on va voir le fardeau que représentent les pathologies pour nous. Donc, on va identifier un certain nombre d'affections qui sont des affections prioritaires dont on s'ouvre les populations. Par exemple, si il y a le paludisme qui domine, donc, voilà. Ce ne serait pas la même chose en France, par exemple. Vous avez bien compris. Donc, on regarde d'abord le package des pathologies, des affections qui représentent un poids, un fardeau important pour la population. Deuxième chose, on va regarder l'efficacité des médicaments qu'on peut utiliser pour faire face à ces pathologies. La sécurité d'utilisation de ces médicaments. Et enfin, le coût également. Est-ce que le coût de ces médicaments, donc vous pouvez avoir 10 médicaments qui traitent une pathologie. Mais l'État décide de dire si c'est 10, je vais en sélectionner 2. Et valider. Et valider. Et donc ces 2, pour pouvoir les sélectionner, les critères, le fardeau de la maladie et le coût. Dès que c'est sélectionné, on va dire que ce médicament, il est essentiel pour le Bénin. Pour le Bénin. Mais il est essentiel pour le Bénin. Je veux quand même savoir, par rapport à ce coût-là, lorsque on prend plusieurs médicaments qui traitent le paludisme, et par rapport à l'efficacité, le médicament qui coûte 1 000 francs est efficace, le médicament qui coûte 300 est efficace. Bien évidemment, l'État parlant de la qualité, le médicament qui coûte 1 000 francs est plus de qualité que le médicament qui coûte 300. Doit-on prendre le médicament qui coûte 300? Pas du tout. C'est la notion que j'ai cherché, c'est cette confusion que j'ai cherché à lever dès le départ pour dire, parce qu'aujourd'hui, et c'est ça votre préoccupation, il y a certains citoyens qui sont réticents à prendre par exemple les médicaments génériques. Parce que dans leur tête, si c'est moins cher, c'est qu'il est de qualité inférieure. C'est-à-dire que tous les médicaments sont de qualité? Tous les médicaments, en pharmacie, qu'ils soient princeps ou génériques. Et je vais vous dire, la qualité, c'est l'État qui veille sur la qualité par la mise en place d'un système performant et efficace de contrôle de qualité, d'assurance qualité. C'est un système d'assurance qualité qui est mis en œuvre depuis la production, l'importation, la distribution et la dispensation. Voilà. Donc, c'est un système de contrôle. Pour dire, vous pouvez avoir un médicament qui est très cher et ça peut s'avérer un médicament faux. Si les mesures d'assurance, le système d'assurance qualité n'a pas été mis en place, on va vous vendre un truc qui est très cher, mais en réalité qui est faux. Donc, la question de la qualité est une question transversale qui concerne tous les produits, qu'ils soient médicaments, principes ou génériques, qu'ils soient chers ou moins chers. Mais la notion de médicaments essentiels, c'est de dire nous allons sélectionner un nombre limité de médicaments qui répondent à nos besoins de santé, à nous, et qui répondent en même temps au pouvoir d'achat des populations, de sorte à garantir pour ces médicaments-là la disponibilité et l'accessibilité financière. Est-ce à dire que désormais, d'autant plus que la liste est validée déjà dans notre pays, est-ce à dire que désormais tous les médecins sont contraints, ou même les pharmaciens sont contraints à prescrire ces médicaments, parce qu'il y a des médicaments génériques et pourtant des médecins prescrivent des médicaments qui n'existent pas sous nom générique. Évidemment, je dois vous dire que la liste des médicaments, et c'est là où je voudrais vous saluer pour votre initiative de faire ce genre d'informations, la liste des médicaments essentiels, la liste nationale des médicaments essentiels, la NME, existe depuis 1994. Mais pas très bien connue de tous les acteurs. On était, même pas des médecins. En 2007, voilà, 2007, je crois, au 2013, on était à la 7e édition. Je l'ai là, voilà. Et donc, c'est la 8e édition qu'on veut mettre en. Sinon, c'est chaque 2 ans qu'on révise même la liste. Chaque 2 ans pour en sortir un certain nombre de reculs et pour en rajouter d'autres. Et c'est vrai que depuis 2013, on n'a pas pu faire la mise à jour et c'est ça qu'on est en train de... on a fait à la dernière... c'est ça qu'on a validé, la 8e édition maintenant, dernier atelier qu'on a eu. Alors, une fois qu'on a eu cette liste-là, c'est un élément de politique sanitaire pour l'État. Il permet même de mesurer la performance du système de santé, notamment le système pharmaceutique. Parce que si on vient chez vous, que vous soyez une pharmacie ou bien chose là, c'est sur la base de cette liste
que l'État va évaluer la disponibilité des médicaments chez vous. Est-ce que sur 100 médicaments, par exemple, je donne un exemple comme ça, édités par la liste, est-ce que vous disposez de combien vous disposez? Si vous avez 90, ça veut dire que vous avez une disponibilité de 90%. D'accord, des médicaments essentiels. Et ça peut être un instrument de sanction aussi. Voilà. Parce que la loi dit qu'il faut disposer des 9/10 au moins des médicaments essentiels. Donc, si on vient dans une structure, et nos populations souffrent parfois même de nos ruptures de médicaments, voilà. Quand l'État doit vouloir évaluer quelle est la robustesse du système qu'il a mis en place, c'est évidemment sur la base de cette liste-là que l'État a fait ça. Les prescripteurs aussi, ils doivent se baser sur là pour pouvoir faire des prescriptions. Ça veut dire que ces médicaments essentiels, on ne doit pas connaître de rupture lorsqu'on parle de médicaments essentiels. Et bien évidemment, et on en tient compte même lors de l'élaboration, même déjà de la validation. De la vulgarisation de cette liste-là. Est-ce qu'on peut vous recevoir demain pour dresser déjà la liste, même pour connaître combien de médicaments il y a? Je ne vous marchanderai pas ma disponibilité. C'est vrai que mon agenda est très chargé. C'est pour ça que je vous ai vu sur le plateau, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Koukoumedi, d'avoir déjà promis à nos téléspectateurs d'être là demain. Et donc, retrouvez-nous demain pour la suite des médicaments essentiels sur Nature et Bien-être, et précisément sur le grand rendez-vous. Nous allons nous rendre sur la toile, puisqu'il est l'heure de suivre l'actu web. Amis téléspectateurs du Grand Rendez-vous, bonsoir et bienvenue dans l'actualité web. Démarrons notre voyage informatif par une actualité culturelle. Enfin, le premier salon du pagne africain au Congo. Jadis utilisé pour les tenues traditionnelles, le pagne est devenu aujourd'hui une valeur incontournable de la mode africaine. La styliste congolaise Priska Okemba n'ignore pas l'envolée du pagne dans l'univers de la mode, raison pour laquelle elle a organisé à Brazzaville, la capitale du Congo, le tout premier salon du pagne africain pour donner de la visibilité aux créateurs qui savent sublimer cette étoffe de tissu. Ce salon est un événement bien accueilli par les créateurs comme Queen Tawa qui dit, je cite, « C'est vrai qu'on n'a pas assez d'opportunités au Congo, on en avait besoin. C'est un très bel événement. » Fin de citation. Les Congolais sont donc invités à célébrer la mode africaine, le prêt-à-porter africain et tout simplement le Made in Africa. Allons à présent au Nigeria pour parler de la lutte contre la corruption. Le président nigérien Muhammadu Buhari décrète un état d'urgence contre la corruption. Le Nigeria se relance activement cette fois-ci dans la lutte contre la corruption. L'état d'urgence, terme généralement attribué à la sécurité territoriale utilisée par le chef d'État Muhammadu Buhari, illustre toute l'énergie qui y sera consacrée. Pour lui, c'est un important préalable pour endiguer ce fléau qui ronge l'économie nigériane. À l'en croire, les fonds mal acquis actuellement détectés représenteraient environ 1,4 milliard d'euros. Or, soutient-il, cet argent aurait pu être utilisé dans la réalisation de projets d'intérêt public. Il faut juste comprendre que le Nigeria se voit encore plus développé qu'il l'est. Une ambition vivement souhaitée au sein des autres pays en voie de développement. Et en Afrique du Sud, c'est le fils de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, Duduzane Zuma, qui a été inculpé lundi dernier. Le journal nous apprend qu'il est cité dans une affaire de corruption dans un des nombreux scandales liés à la sulfureuse famille d'affaires Gupta qui ont précipité la démission de son père en février. Les charges retenues contre Duduzane Zuma sont fondées sur les déclarations de Mbezi Jonas, a déclaré son avocat Rudy Cross à l'issue de l'audience. Le tribunal de Johannesburg l'a remis en liberté sous contrôle judiciaire en échange d'une caution de 100 000 rands, ce qui équivaut à 6 500 €. Il affirme, je cite, « Il est innocent, bien sûr, c'est ce que nous allons plaider. » Fin de citation. Pour rappel, Duduzane Zuma est âgé de 34 ans. Restons toujours en Afrique du Sud pour parler du concert de Beyoncé et de Jay-Z qui devrait faire une escale en fin d'année du côté de l'Afrique du Sud où ils sont attendus pour donner un concert en la mémoire de Nelson Mandela. Pour rappel, la célébration du centenaire de naissance de Nelson Mandela, icône anti-apartheid et premier président noir de l'Afrique du Sud, se déroule sur toute l'année 2018. Hors du continent africain à présent,
plus précisément au Japon, pour parler des intempéries. Le bilan officiel provisoire monte à 122 morts, a annoncé une agence gouvernementale. Les précipitations inédites enregistrées entre vendredi et dimanche ont entraîné de terribles inondations, des coulées de boue et autres dégâts majeurs qui ont piégé de nombreux habitants. Les recherches se poursuivent dans la partie sinistrée de l'ouest de l'archipel, où l'on est toujours sans nouvelles de plusieurs dizaines de personnes. Le lundi dernier, quelques 113 000 pompiers, policiers et soldats s'affairent sur le terrain. Le désastre s'étend à plusieurs provinces, sur des terrains parfois très accidentés. Vivement que cette situation trouve une issue pour les Japonais. Ce sera donc tout pour l'actualité web de ce mardi 10 juillet 2018. Merci chers téléspectateurs de l'avoir suivi et bonne continuation à vous à Subgaba. Merci également à vous, Marcel Betoro, pour la présentation de l'actu web. On va se retrouver une fois encore au montage, bien sûr, de BE24 pour suivre cette fois-ci la météo en rappel. C'était le grand rendez-vous, le deuxième numéro pour le compte de cette semaine. On se retrouve demain à 19h00 pour le numéro 3 de la semaine. Bonne soirée.